Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un smartphone de chez Vivo, le Vivo V21 5G qui est sorti il y a peu avec du Mediatek et surtout c'est un selfie phone, c'est-à-dire que il a clairement quelque chose dont on va beaucoup parler à l'avant de l'appareil qui est super intéressant et qui est clairement beaucoup plus développé que la concurrence. Et surtout, c'est un smartphone vendu 330 €. C'est un milieu de gamme qui est super intéressant face à une concurrence féroce et j'aime beaucoup Vivo et j'ai eu la chance de pouvoir tester ce V21. Alors, qu'est-ce que je pense de ce smartphone? On voit ça tout de suite. Petite parenthèse, rappel, sachez qu'il y aura toute une partie photo bien développée, sachant que c'est ma copine qui a fait certains shoots, et justement c'est pas mal éclaté sur la partie photo. J'espère que vous apprécierez cette partie-là. Aussi j'espère que le son vous plaît beaucoup, puisque maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai un bras, et j'espère que justement le rendu vous plaît. Au niveau du design, le V21 est super intéressant, d'une part parce qu'il reprend pas mal la personnalité que ce qu'on a déjà vu avec le X60 Pro, notamment ce côté hyper coloré qui est vraiment très joli et un peu plus poussé que le X60 pour tout simplement plaire aux jeunes, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un design qui est quand même intéressant, notamment une partie photo qui reprend la même chose que ce que proposent les Vivo X. Quelque chose qui est bien dessiné, donc j'apprécie vraiment de le retrouver sur le V, et ce qui fait qu'on a une partie photo qui est vraiment bien designée, qui est bien intégrée, et qui pour le coup fait mieux travailler que certaines marques. Au niveau de la tronche par contre, on est sur quelque chose de plus cheap, avec quelque chose qui est un peu arrondi avec des parties plates, mais surtout en plastique. Ça se ressent, c'est assez logique à ce prix, mais ce qui fait que forcément ça dénote un petit peu par rapport au dos. Après chacun c'est son choix, mais ça peut se ressentir pour ceux qui veulent vraiment du premium en termes de design, c'est là-dessus qu'il y a une concession, et ce qui fait que ça fera clairement moins premium. Après, en général, on les protège avec une coque, qui est juste ici, et cette coque est assez cool, puisqu'elle protège bien le smartphone dans l'ensemble, c'est assez relevé aussi pour protéger l'écran, et on peut même protéger le port USB-C. Le petit truc en plus qui pourra plaire à certains, mais ce qui fait qu'à chaque fois, il faut l'enlever, le remettre, bon, c'est un petit peu particulier. C'est un parti pris, et c'est assez rare quand même pour le noter. À l'avant, on va surtout remarquer avec l'écran qu'il y a une goutte d'eau. On en reparlera après, c'est surtout la partie photo. C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué tout au long de mon test. Le fait que les bordures soient épaisses, puisque je commence à un peu avoir l'habitude des hauts de gamme, ça m'a pas trop dérangé, c'est assez logique à ce prix, c'est en général là-dessus qu'on va faire des concessions. Mais la goutte d'eau, c'est quelque chose que j'ai toujours vu quand j'ai eu tous ces smartphones sortis. Avec la goutte d'eau, ça me dérangeait toujours autant, et le poinçon, c'était beaucoup plus discret. Ici, clairement, ça se voit beaucoup, mais heureusement, le côté stabilisé et selfie phone fait que ça rattrape un peu. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur un écran de 90 Hz OLED avec un lecteur d'empreintes sous l'écran, donc vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est plutôt réactif. Donc c'est plutôt cool à noter, et ce qui fait qu'on est sur quelque chose d'intéressant, dans le sens où l'écran est plutôt pas mal, il est doux, ce qui fait qu'il ne m'agresse pas les yeux, comparé au Fan X2 Neo qui m'avait pas mal tué les yeux à un moment donné, ce qui fait que j'étais quasiment tout le temps à devoir le mettre en protection, donc avoir l'écran orange en gros, pour que ça soit pas trop agressif. Ici c'est plutôt cool, je l'ai mis en mode professionnel au niveau de l'écran. Par contre, en mode pro, ça fait un peu terne au niveau des couleurs. Donc c'est plutôt juste, mais ça manque un peu de côté vif, un peu, voilà. Donc ça fera un peu terne pour certains qui veulent quelque chose de juste. Un peu dommage de ce point de vue-là. Après, on peut pas tout avoir. Pour l'écran lui-même aussi, le côté 90 Hz, il faut savoir que de base, il est bloqué en 60 Hz. Donc n'hésitez pas à aller dans les options pour le mettre en automatique ou 90 Hz, en sachant qu'en automatique, il va quand même plus privilégier le 60 que le 90. En 90, on est sur un écran qui est plutôt réactif, mais clairement moins bon qu'un haut de gamme avec du 90, dans le sens où ça fera un poil plus saccadé, ça fera un petit peu moins fluide. Et je pense que c'est dû à la réactivité de l'écran qui fait ça. C'est à mon avis là où il y a eu une autre concession, c'est un écran très correct en 90, mais moins performant que d'autres, notamment de ce point de vue-là. Au niveau du logiciel, par contre, on est sur du FunTouch OS version Europe et pas version chinoise. Pour rappel, en version chinoise, ça ressemble à une espèce de ColorOS, un peu iPhone-esque. C'est un peu particulier, ça ne plairait pas aux Européens. Ici, ce qui est bien, c'est que Vivo s'est adapté, ce qui fait que pour ceux qui aiment bien tout ce qui est Android pur, Vivo vous l'apporte. C'est très cool de ce point de vue-là, et on est sur la même interface que ce que proposent les plus hauts de gamme, il n'y a pas de différence. On a juste l'application iManager qui va être là pour toute la gestion de RAM, mémoire, application, antivirus, spam, tout ça, bon, les trucs à la con. Et ce qui fait qu'on a aussi l'appareil photo qui forcément est l'application photo de Vivo. Le reste, c'est un peu comme du OnePlus en gros, on est sur du Android pur qu'on peut personnaliser, Always On, gestion du déverrouillage avec plusieurs thèmes, on a différents choix divers et variés, bref, on a
plein d'options. Donc elles sont bien mises, bien placées, sans que ce soit trop. C'est bien organisé, c'est clairement du Android pur. Donc c'est vraiment très cool. En plus de ça, à l'ouverture, j'ai eu droit au patch d'août, et normalement le suivi devrait être très bon. À voir par la suite, bien évidemment, si ça tient toutes ses promesses, mais Vivo semble s'installer pour longtemps, et donc normalement au niveau du suivi, ça devrait être exemplaire. Sachant que sur le X51, X60, pour l'instant, tous les mois, il y a les mises à jour. Au niveau de la puissance, on est sur du Mediatek 800U, 8 Go de RAM, 128 Go de ROM, qu'on peut en plus de ça utiliser pour étendre la RAM en utilisant cette partie de la mémoire, et en plus de ça, donc on est sur un octo-core classique, milieu de gamme, un peu orienté économie d'énergie. En gros, c'est l'équivalent du Snapdragon 765G qui est très connu chez nous. Et c'est un excellent concurrent. En termes de performance, on a quelque chose qui est très bon. Sur Geekbench 5, on a quelque chose qui est très proche du 765G. On a, au niveau de la gestion, donc CPU Floating Test, qui permet de voir s'il tient bien sur 15 minutes les performances en étant demandé à fond, et clairement, il est très stable, ce qui est une excellente nouvelle. Mais aussi, on va voir l'excellente, la partie GFX Bench, pour moi, pour le benchmark GPU, où cela montre que, clairement, c'est un petit peu derrière le Snapdragon, mais de pas grand-chose. Par contre, dans les jeux, ça a l'air d'être un petit peu plus limité en termes d'options. On n'aura pas tout, là où le 760G est un peu plus permissif, je pense à Call of Duty, ici, on est un peu plus limité. Par contre, c'est parfaitement fluide et stable. En plus, il chauffe pas trop, donc en plus de ça, en jeu, ce sera pas vraiment dérangeant. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 4000 mAh, là où certains concurrents, type Xiaomi Redmi Note 10S, ou je sais pas lesquels, on est plus sur du 5000. Donc on se dit, ça va être moins bien. Le Dimensity 800U est déjà très performant et réactif, clairement j'ai pas eu de souci à l'utiliser au quotidien, au passage en même temps par rapport à des smartphones plus haut de gamme. Ça reste un peu plus lent, mais assez réactif pour ne pas être vraiment, que ce soit pas problématique tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, en termes d'autonomie, il tient toutes ses promesses, et je m'attendais pas à autant. En Wi-Fi, je fais 10 heures écran allumé. Quand il y a un peu de photos, ce sera moins, ce sera plus 7 heures, un peu beaucoup de photos. Mais sinon, ça va être en gros entre 8 et 10 heures. Si on fait beaucoup de photos, forcément, ça fera moins. Mais c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, petite chose à noter, j'ai pas eu de noter de problème de réactivité sur la photo, il n'est pas lent du tout. Donc après, il y a peut-être une mise à jour qui a réglé ça. Voilà, c'est une petite parenthèse tant que j'y pense. Ce qui fait que c'est plutôt cool, et j'ai même pu regarder un test sur GSM Arena avec leur procédure pour les tests de batterie. Ils ont comparé donc au Redmi Note S, etc., qui sont tous en 5000 mAh, et en gros, il fait la même autonomie en 4000 que ce que proposent les Redmi, etc., en 5000. C'est-à-dire que Vivo maîtrise Mediatek, maîtrise son logiciel et maîtrise son smartphone. Et ça, c'est vraiment cool. Ou alors, tout simplement, ils mettent des bonnes batteries qui valent réellement du 4000, et c'est pas du 5000 qui est un peu arrangé, entre guillemets. Donc ça peut être diverses choses, mais en tout cas, l'autonomie est excellente, et surtout, pour du 4000 léger, un smartphone léger, c'est vraiment agréable. Il me fait beaucoup penser au Norview 20, du coup, dans le même esprit, où j'avais à peu près la même autonomie. Par contre, pas de charge sans fil, on est limité à du 33 watts, là où certains proposent du 65, comme OnePlus Nord, donc ce qui fait que c'est surtout ça où ça peut, entre guillemets, pêcher, donc après, tout dépend de vos priorités. Mais clairement, avec 10 heures d'autonomie, normalement, vous ne devrez pas trop vous plaindre de la charge rapide. Pour finir, on va parler de la partie sonore. Pas de jack, j'ai pas testé du tout la partie jack de toute façon. Le Bluetooth est plutôt, il est plutôt bon, il capte plutôt bien, on a bien le LDAC, etc. Donc j'ai pas eu beaucoup de soucis avec, donc c'est plutôt cool. Le AC et SBC est plutôt bien maîtrisé, on a quand même aussi de la PTX dedans, malgré que ce soit du Mediatek. Maintenant, c'est intégré vraiment dans les ROM Android, Google a pris les licences, donc ce qui fait qu'il n'y aura aucun problème avec la plupart des trous wireless ou des casques que vous allez connecter. Le son, lui, donc on est sur du mono-parleur, c'est un peu limité, mais ce qui fait que le son, lui, est plutôt propre et assez ample pour un petit haut-parleur milieu de gamme. On n'aura pas trop à se plaindre, on pourra regarder des vidéos sans problème, et avec une bonne puissance sonore pour que tout le monde en profite. Le faites pas dans le train, par contre, c'est chiant. Au niveau de la photo, on se retrouve donc avec un 64 mégapixels qui est en ouverture 1.8, un 8 mégapixels en ouverture 2.2, et un capteur macro qui est donc là pour faire presque un petit peu joli. Mais pour une fois, ça a été un peu travaillé, on va en parler un peu après. On parlera de la partie selfie un peu après aussi. Ce qui fait que, bon, au niveau de la photo, de ce que je sais, déjà, avant de partir dans mon opinion, c'est que c'est un peu moins bon que ce que propose le OnePlus Nord 2. Je vais y arriver et bien m'exprimer, merde. Et ce qui fait que, ici, moi, je n'ai pas pu comparer forcément à quelque chose de similaire en termes de prix, donc ce qui fait que j'ai pu comparer que à des plus hauts de gamme.
on a quelque chose qui est vraiment sympathique et clairement, on a pu faire des belles photos, que ce soit ma copine ou moi. On a quelque chose qui est relativement bien détaillé, on a des belles couleurs surtout, et c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est les belles couleurs, et surtout la gestion du sujet, le fait qu'il arrive bien à se détacher du reste. On a d'ailleurs une bonne gestion du bokeh quand on le met en mode portrait, et globalement même de nuit, il m'a plutôt épaté pour le prix. Ce qui est bien, c'est que le capteur principal est stabilisé, donc ça c'est une bonne chose, et ce qui va permettre notamment de nuit de rattraper beaucoup de choses. En mode automatique, le mode nuit sera plutôt correct, mais quand on le met en mode nuit, on va avoir quelque chose de bien détaillé. Après, quand on est vraiment dans des conditions très très noires, ça devient plus compliqué. Je m'attendais clairement à beaucoup plus pire, et c'est pas du tout français en termes de rendu, mais ce qui fait que la gestion du mode nuit est vraiment efficace. Comparativement, et je fais une petite parenthèse, au OnePlus 9 qui a droit à un processeur bien plus performant, à un capteur bien plus performant, mais n'a pas de stabilisation optique, les photos sont bien meilleures de nuit, puisque la stabilisation et le mode nuit aident beaucoup. Donc il y a une très belle gestion de ce point de vue-là, et j'apprécie aussi beaucoup le rendu des couleurs, qui est à peu près le même que ce que proposent en fait les Vivo X51, X60 Pro. En moins parfait, forcément en moins net, en moins joli entre guillemets, mais on est dans la même idée et c'est vraiment sympathique. On a un beau rendu, un peu saturé, ce qui est une petite particularité de Vivo, mais très proche de la réalité. On a un rendu qui fait que quand on prend la photo, on a l'impression qu'on a pris en photo ce qu'on vient de voir. Et ça, je pourrais pas dire, mais certains smartphones beaucoup plus haut de gamme n'y arrivent pas. Le capteur grand angle, lui, est forcément beaucoup plus là pour dire, bon, on peut faire du grand angle, ce sera pas très détaillé, et par contre, les photos restent assez jolies aussi, on a des couleurs qui sont similaires, donc il y a eu un travail d'intégration, et ce qui fait que globalement, c'est quand même réussi. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les albums complets, que ce soit de moi ou de ma copine, on a quelque chose qui globalement est plutôt bon. On va parler du capteur macro. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas les capteurs macro dans mon cœur. J'étais assez déçu en général quand il y en avait un d'intégré. Je pense qu'ici, c'est l'un des rares capteurs macro qui a été plus ou moins quand même travaillé et qui fait qu'on se retrouve avec des photos qui sont plus ou moins réussies. La première limite est forcément celle de 2 mégapixels, mais la deuxième limite, c'est que les capteurs macro sont clairement pas très très bons techniquement, dans le sens où la gestion des couleurs est plutôt catastrophique. Des fleurs qui passent beaucoup plus en orange qu'en jaune, ou quelque chose de complètement délavé. C'est un peu le souci, et ce qui fait que clairement les photos seront pas forcément très jolies, mais certaines sont plutôt bonnes. Vous verrez ça dans l'album, certaines photos, vous verrez vraiment des différences colorimétriques entre le centre de la photo et l'extérieur, l'espèce de fleur violette, qui bourgeonne en fait. Vous verrez, hein, c'est un espèce de presque rose au centre et violet sur les côtés. Vous avez la fleur qui est jaune, où c'est plutôt joli, le jaune est plutôt cool, mais comparativement au X60 Pro qui s'appuie sur le capteur très grand angle pour faire la macro, les couleurs sont beaucoup plus belles, c'est beaucoup plus détaillé, bon ça c'est logique, mais on est beaucoup plus juste au niveau des couleurs. Ici c'est un petit peu hasardeux. Mais je trouve que pour une fois, le capteur macro est presque pas mal. Surtout pour un smartphone de 330 €, c'est presque inespéré d'avoir quelque chose d'aussi travaillé. Donc c'est plutôt cool là-dessus. En tout cas, moi, de ce que vous pouvez voir au niveau des photos, j'étais assez étonné du rendu global. J'ai apprécié faire des photos avec, et on a un rendu qui est très correct. Donc pour ceux qui veulent faire des photos de bonne qualité, avec des belles couleurs, un bon détachement du sujet, un beau bokeh, eh bien, clairement, vous serez content du rendu de ces photos. Je vous laisse maintenant avec ma copine, et donc son petit shoot photo en musique. Je vous laisse apprécier ce qu'elle a réussi à faire. N'hésitez pas à suivre son compte Instagram, vous l'avez dans la description, et on parle juste après de la partie selfie.
partie selfie, on a quelque chose de très intéressant. C'est tout d'abord pour ça qu'il a été vendu, puisque c'est clairement un selfie phone avant tout, et donc il a la particularité d'avoir un capteur de 40 mégapixels à l'avant, stabilisé, et ça c'est très très rare, et en plus de ça, 2 petits flashs pour aider donc à avoir quelque chose de mieux éclairé, notamment dans des conditions un peu difficiles, voire tout simplement de nuit. D'ailleurs, on a même le mode nuit qui est disponible pour la partie avant, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les smartphones. Clairement, le mode selfie est excellent. On a droit à quelque chose de très bien réussi, très détaillé, et je crois que je n'ai jamais vu de photo aussi détaillée sur une caméra à l'avant de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Il y a peut-être les iPhones à la limite, mais je vous conseille pour ça d'aller regarder du côté du labo les numériques, qui a fait un petit protocole de test dédié rien que pour ce smartphone, pour la partie selfie, entre un Nord 2 et un iPhone 12. Et clairement, c'est très très bon. On a aussi un mode portrait, mais on ne peut pas gérer le bokeh, et l'autre problème du mode portrait, alors ça va dépendre si c'est un problème ou un avantage, c'est qu'il va énormément lisser les détails. Alors c'est même pas qu'il va les lisser, c'est que déjà on peut pas gérer le bokeh de fond, mais deuxièmement, c'est que si vous voulez avoir une peau de bébé absolument parfaite, bah c'est ce qu'il fait. Donc après il faut clairement aimer ça, mais il abuse beaucoup sur le lissage. En sachant que par contre le découpage n'est pas excellent, puisque vous pouvez voir en fait sur certaines photos, pareil je vous renvoie à l'album, ici en fait c'est un petit peu... en fait en gros ça s'arrête vers le milieu du front, sur les photos qu'elle a faites, au niveau de la gestion du lissage. Par contre, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que quand on le met en mode auto normal, on n'a pas de gestion de lissage ou quoi, et on a clairement une photo qui va être pure. Donc si vous appréciez les photos très naturelles, et clairement vous allez avoir des photos très naturelles avec tous vos défauts de peau, les grains de beauté, les moustaches, tous les divers défauts. Mais c'est ce qui fait le charme de tout le monde en général, et ce qui est bien, c'est que ça reste très naturel. Donc on a le choix entre le mode portrait et le mode normal, et ça fait dans tous les cas de vraiment très belles photos, hein, parce qu'en plus de ça, on peut même jouer avec la lumière, et c'est ce qu'elle a pu faire, et elle a vu qu'il y avait pas mal de potentiel. Et donc ce qui fait que globalement, le mode selfie est très réussi. Globalement, que peut-on penser donc de ce smartphone? C'est un smartphone qui est vraiment réussi. Je le trouve très équilibré dans ce qu'il propose, une excellente autonomie, un processeur qui est relativement performant dans sa gamme de prix, même s'il y a plus performant ailleurs, donc encore une fois le OnePlus Nord 2. On a donc la partie photo qui est vraiment réussie, qui est bien maîtrisée. C'est pas le meilleur, mais il propose des photos vraiment qualitatives, je trouve, dans l'ensemble. Il a vraiment quelque chose de maîtrisé. On a en plus de ça un smartphone qui est léger, qui est agréable en main, on a la petite coque inclus, du 90 Hz OLED, et dans l'ensemble, voilà, et puis en plus de ça, du Android quasi pur, avec plein de petites options, mais très bien optimisé. Ce qui en fait un appareil qui est quand même excellent. Les petits défauts en soi, c'est surtout le côté goutte d'eau que j'apprécie pas du tout, c'est la tranche en plastique, mais c'est plutôt logique dans cette gamme de prix, et après j'ai pas eu beaucoup de concurrents, enfin j'ai pas eu de concurrents du tout dans cette gamme de prix depuis longtemps, donc je ne sais pas trop, face à la concurrence, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réelle concession. Pour certains, ce sera la charge sans fil, pour l'autre, c'est le fait qu'il n'y ait plus de jack, donc ça peut être problématique, mais en plus Bluetooth, regardez le Chanling UP4, regardez le FIO BTR5, et vous ferez votre propre avis. Et sinon, il y aura d'autres tests de DAC USB-C bientôt. Voilà, un petit peu de pub pour d'autres parties audio. Et ce qui fait que c'est quand même intéressant, c'est bien maîtrisé, c'est bien optimisé, donc j'ai pas vraiment de défaut à lui trouver, à part ceux énoncés lors de tout le test. Mais en tout cas, je trouve qu'à 330 €, il vaut clairement le coup, surtout si vous êtes plus orienté photo, ou si vous avez une âme artistique. Je pense que vous aurez pu apprécier les photos qui ont été faites par ma copine, mais aussi la partie selfie qui, pour beaucoup de cette génération, aujourd'hui, c'est devenu très important, et je trouve que ça répond très bien à une demande qui peut être présente, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'il a aussi bien réussi cette gestion selfie, parce qu'en général, c'était pas aussi travaillé, et pas aussi propre, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à poser vos questions dans les commentaires, et à rejoindre le Discord. Et sur ce, bonne soirée et bon achat, vous avez le lien dans la description.